Le soleil de septembre caressait les façades ocre de Saint-Léonard quand Élodie Marchand découvrit l'objet qui allait bouleverser sa vie. C'était un mardi matin comme tant d'autres, et pourtant, quelque chose dans l'air parfumé de lavande semblait différent, chargé d'une électricité particulière que seuls les cœurs sensibles savent percevoir. Élodie essuyait machinalement les tables du terrasseau du Café du Soleil, son refuge et son héritage, quand ses doigts effleurèrent quelque chose d'inhabituel sous la table numéro 7. Une carteira en cuir noir, élégante et manifestement coûteuse, gisait là, oubliée par quelques clients pressés de la veille. « Encore un portefeuille oublié », murmura-t-elle en soupirant, habituée à ces petits mystères du quotidien. Mais lorsqu'elle la prit entre ses mains, elle fut surprise par sa texture exceptionnelle et son poids inhabituel. Ce n'était pas le genre d'accessoire que l'on trouvait habituellement dans sa petite ville de 3000 âmes. Ses cheveux châtains dansaient dans la brise matinale tandis qu'elle observait l'objet avec curiosité. Élodie avait cette façon particulière de voir le monde qui fait que les objets perdus lui parlent, lui racontent des histoires. Cette carteira-là chuchotait des secrets qu'elle ne comprenait pas encore. « Maman, tu as vu quelqu'un d'inhabituel hier soir ?» demanda-t-elle à sa mère Marguerite, qui préparait les croissants dans la cuisine attenante. « Personne de spécial, ma chérie. » « Pourquoi cette question ?» Élodie ne répondit pas immédiatement. Quelque chose dans cette carteira l'intriguait. Elle l'ouvrit délicatement, espérant y trouver une pièce d'identité qui lui permettrait de la restituer rapidement. À l'intérieur, des cartes de crédit dorées qu'elle n'avait jamais vues, quelques billets soigneusement pliés et surtout une carte de visite élégante avec une adresse lyonnaise. Avenue Foch, Lyon 6e. « Lyon !» murmura-t-elle, perplexe. Qui pouvait bien venir de Lyon dans leur petit Saint-Léonard? Et pourquoi cette personne ne l'avait-elle pas réclamée? Elle referma la cartera et la glissa dans la poche de son tablier fleuri. Une décision ferme s'était formée dans son esprit. Elle la rendrait en personne. C'était dans sa nature de ne jamais laisser les choses à moitié faites, surtout quand il s'agissait d'honnêteté. Grand-mère Célestine lui avait toujours dit « Élodie, ma petite, la moindre des choses, c'est de rendre ce qui ne nous appartient pas, et la plus belle des choses, c'est de le faire avec le sourire. » Le reste de la matinée passa dans un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque fois qu'elle servait un café ou préparait un pain au chocolat, ses pensées revenaient à cette carteira mystérieuse. Qui était cette personne? Pourquoi n'était-elle pas revenue la chercher? Et surtout, que faisait quelqu'un de manifestement fortuné dans leur petit café de campagne? Vers midi, alors que l'affluence diminuait, Élodie prit sa décision. Elle informa sa mère qu'elle devait s'absenter pour l'après-midi et prit le bus pour Lyon. Le trajet durait 2 heures, mais elle était déterminée. Dans sa poche, la carteira semblait peser plus lourd à chaque kilomètre parcouru, comme si elle portait avec elle bien plus qu'un simple portefeuille oublié. Tandis que le paysage rural cédait progressivement la place au faubourg lyonnais, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser que cette journée marquerait un tournant dans sa vie tranquille. Sans le savoir, elle tenait entre ses mains le fil d'une histoire qui allait transformer à jamais sa vision du monde et de l'amour. L'avenue Foch l'attendait, avec ses secrets et ses révélations, et quelque part dans un bureau luxueux, un homme cherchait désespérément quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais, sans savoir qu'une jeune femme aux yeux brillants d'honnêteté était en route pour le lui rendre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. L'imposant building de verre et d'acier se dressait devant Élodie comme une montagne de modernité au cœur de Lyon. L'avenue Foch, avec ses façades haussmanniennes restaurées et ses boutiques de luxe, lui semblait appartenir à un autre monde que celui de Saint-Léonard. Ses modestes chaussures plates résonnaient timidement sur le marbre du hall d'entrée, contrastant avec le claquement assuré des talons des femmes élégantes qui la croisaient. « Excusez-moi », dit-elle au concierge en uniforme impeccable. « Je cherche... Elle sortit la carte de visite de sa poche et lut l'adresse. « Appartement 1205, s'il vous plaît. » L'homme la regarda de haut en bas, notant sa robe simple en coton et son sac à main usé, mais quelque chose dans son sourire sincère adoucit son expression professionnellement froide. « Monsieur Moreau ?»
Il faut sonner à l'interphone, mademoiselle. Le nom ne lui disait rien, mais elle hocha la tête avec reconnaissance. Dans l'ascenseur qui montait silencieusement vers le 12e étage, Élodie sentit son cœur battre plus fort. Peut-être aurait-elle dû simplement envoyer la carteira par la poste. Mais non, grand-mère Célestine lui avait toujours enseigné qu'un geste honnête se fait en personne, les yeux dans les yeux. Le couloir du 12e étage était silencieux, éclairé par une lumière tamisée qui donnait au mur une teinte dorée. Elle s'arrêta devant la porte 1205, respira profondément et sonna. Des pas rapides résonnèrent de l'autre côté, puis la porte s'ouvrit sur un homme qui lui coupa littéralement le souffle. Grand, les cheveux bruns légèrement ébouriffés comme s'il venait de passer la main dedans, des yeux d'un vert profond qui semblaient porter le poids du monde. Il la regardait avec une expression de surprise totale. « Oui ?» dit-il d'une voix grave, légèrement essoufflée. Élodie cligna des yeux, soudain consciente qu'elle le fixait. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé ceci. » Elle sortit la cartera de son sac. « Dans mon café à Saint-Léonard, je pense qu'elle vous appartient. » L'expression de l'homme changea radicalement. Ses yeux s'écarquillèrent, puis un sourire incrédule se dessina sur ses lèvres. « Ma cartera! Mais comment ?» Il la prit délicatement, comme s'il manipulait un trésor. « Je la cherche depuis 3 jours. J'ai retourné tout mon appartement, mon bureau. Je ne me souvenais même plus où j'avais pu la perdre. »« Vous étiez au Café du Soleil lundi soir, » dit doucement Élodie. Elle était sous la table numéro 7. Julien, car c'était bien lui, la regardait avec une intensité qui la troublait. « Vous êtes venu de Saint-Léonard, mais c'est à 2 heures de route. Pourquoi avoir fait tout ce trajet pour... » « Parce que c'était la bonne chose à faire, » répondit-elle simplement, avec cette évidence tranquille qui était sa marque de fabrique. Il y eut un silence, chargé d'une émotion que ni l'un ni l'autre ne comprenaient encore. Julien ouvrit sa cartera, vérifia que tout y était, ce qui était le cas, puis releva les yeux vers elle. « Comment vous appelez-vous »« Élodie, Élodie Marchand. »« Élodie, » répéta-t-il comme s'il goûtait la musique de ce prénom. « Je ne sais pas comment vous remercier. Cette cartera, elle contient des choses irremplaçables pour moi. »« Il n'y a pas de quoi, » dit-elle en souriant. « Je ferais mieux d'y aller, le dernier bus pour Saint-Léonard est dans 1 heure. »« Non !» s'exclama-t-il avec une véhémence qui les surprit tous les deux. « Je veux dire, laissez-moi au moins vous offrir un café. C'est le minimum que je puisse faire après ce que vous venez d'accomplir. » Élodie hésita. Quelque chose dans le regard de cet homme l'attirait inexplicablement. Mais elle ne connaissait rien de lui, de sa vie, de son monde, manifestement si différent du sien. « Je ne voudrais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas, » dit-il avec une sincérité qui la toucha. « Au contraire, cela fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas surpris autant que vous venez de le faire. » Et c'est ainsi qu'Élodie Marchand, qui était venue simplement rendre une cartera perdue, se retrouva à accepter l'invitation d'un parfait inconnu, sans savoir qu'elle venait de rencontrer l'homme qui changerait sa vie à jamais. Le petit café de la place Bellecour, où Julien avait emmené Élodie, était l'antithèse parfaite du luxe de son appartement. Chaleureux, avec ses murs de pierre apparente et ses tables en bois patiné, il rappelait étrangement le Café du Soleil, ce qui mit immédiatement Élodie à l'aise. « Vous connaissez cet endroit ?» demanda-t-elle en s'installant sur la banquette de velours rouge. « C'est ici que j'ai eu l'idée de ma première entreprise, » répondit Julien, une nostalgie soudaine dans la voix. « Il y a 10 ans, j'étais étudiant, sans le sou, et je passais des heures ici, avec mon ordinateur portable, à rêver de changer le monde. » Élodie l'observait parler, fascinée par la passion qui animait son regard quand il évoquait ses souvenirs. « Et vous l'avez changé, le monde ?» Il rit, un rire un peu amer. « J'ai créé une entreprise qui vaut aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. Mais changer le monde, je ne sais plus très bien ce que cela signifie. » La serveuse apporta leur café, et Élodie remarqua la façon dont Julien la remerciait, poliment, mais avec cette distance polie qui caractérise ceux qui ont l'habitude d'être servis. Elle, au contraire, échangea quelques mots chaleureux avec la jeune femme, s'enquérant de sa journée avec une sincérité qui fit sourire Julien. « Vous faites toujours cela ?» demanda-t-il quand ils furent seuls. « Quoi donc ? Parler aux gens comme s'ils étaient des amis. » Élodie le regarda avec étonnement.
Mais ils le sont, d'une certaine façon. Nous partageons tous les mêmes préoccupations, les mêmes espoirs. Pourquoi ne pas être aimable? Cette réponse le troubla, plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans son monde, chaque interaction était calculée. Chaque sourire avait un but. L'authenticité d'Élodie était si rafraîchissante qu'elle en devenait presque douloureuse. « Parlez-moi de votre café », dit-il pour changer de sujet. Le café du soleil. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. C'était le café de ma grand-mère Célestine. Elle me disait toujours que chaque tasse, servie avec amour, pouvait changer la journée de quelqu'un. Quand elle est partie, il y a 3 ans, j'ai repris l'affaire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mon univers. Et vous êtes heureuse? La question lui avait échappé, plus personnelle qu'il ne l'aurait voulu. Élodie réfléchit un instant. Je pense que oui. J'ai ma mère, mes habitués qui sont devenus des amis, mon petit jardin derrière le café où je cultive mes herbes aromatiques. C'est une vie simple, mais elle a du sens. Elle le regarda attentivement. Et vous? Vous êtes heureux? La question le prit au dépourvu. Personne ne lui demandait jamais s'il était heureux. On lui parlait de réussite, de profit, de stratégie, mais jamais de bonheur. Je ne sais pas, avoua-t-il. J'ai tout ce que je suis censé désirer. Une entreprise florissante, de l'argent, de la reconnaissance. Mais parfois, j'ai l'impression de jouer un rôle qui ne me correspond plus. Élodie posa sa main sur la sienne, un geste spontané et tendre qui le fit tressaillir. Peut-être que vous avez juste besoin de retrouver ce qui vous rendait heureux avant tout cela. Et si je ne m'en souvenais plus, alors il faudrait le redécouvrir, dit-elle avec cette évidence lumineuse qui la caractérisait. Ils restèrent ainsi, leurs mains jointes, perdues dans un échange qui dépassait de loin la simple conversation. Pour la première fois depuis des années, Julien se sentait vu, compris, accepté pour ce qu'il était vraiment, et non pour ce qu'il possédait. « Élodie, murmura-t-il, je sais que cela va vous paraître étrange, mais j'aimerais beaucoup revoir votre café. Saint-Léonard me semble être un endroit apaisant. » Elle sourit, et ce sourire lui fit l'effet d'un rayon de soleil, après des mois de grisaille. « Vous serez toujours le bienvenu au Café du Soleil, monsieur Moreau. »« Julien, » corrigea-t-il. « Appelez-moi Julien. »« Julien, » répéta-t-elle, et son prénom dans sa bouche sonnait comme une promesse. 3 jours après sa rencontre avec Julien, Élodie n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de ses yeux verts troublés par une mélancolie qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle vaquait à ses occupations habituelles, préparer les cafés, servir les habitués, arroser ses lavandes, mais son cœur semblait ailleurs, quelque part sur l'avenue Foch, dans un monde qu'elle ne connaissait pas. « Tu es bien pensive aujourd'hui, ma chérie », observa Marguerite en disposant les croissants encore chauds dans la vitrine. « Ton voyage à Lyon t'a-t-il perturbé ?» Élodie sourit à sa mère. Marguerite Marchand avait cette intuition maternelle qui permettait de déceler les troubles du cœur avant même que sa fille n'en prenne conscience. « J'ai simplement rencontré quelqu'un de inhabituel », avoua-t-elle, en essuyant machinalement le comptoir pour la 3e fois. « Inhabituel comment? Il semblait avoir tout ce qu'un homme peut désirer, et pourtant, Élodie chercha ses mots. Il paraissait si seul, maman, comme s'il portait un poids invisible. » Marguerite s'arrêta dans ses gestes et regarda sa fille avec attention. « Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti en sa présence ?» La question directe fit rougir Élodie. « J'ai eu envie de l'aider, de lui montrer qu'il existait d'autres façons de vivre, plus simples peut-être, mais plus vraies. »« Ah !» murmura Marguerite avec un sourire entendu. « Voilà bien ma fille, toujours prête à soigner les cœurs blessés. » Avant qu'Élodie puisse répondre, la clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un client. Elle leva les yeux et sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Julien se tenait sur le seuil, légèrement essoufflé, ses cheveux ébouriffés par le vent, tenant un bouquet de pivoine blanche. « Bonjour » dit-il simplement, mais son regard disait tant de choses qu'Élodie en fut bouleversée. « Julien, mais comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? J'ai pris la première voiture de location que j'ai trouvée et j'ai roulé sans m'arrêter, répondit-il en s'avançant vers le comptoir. Je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit depuis notre rencontre. Alors j'ai décidé de venir découvrir votre univers.
Marguerite, qui avait assisté à l'échange avec un intérêt non dissimulé, s'approcha discrètement. « Maman, dit Élodie, les joues rosies par l'émotion, je te présente Julien. Julien, voici ma mère, Marguerite. Enchanté, monsieur, dit Marguerite en tendant la main. Ainsi, vous êtes le propriétaire de la fameuse Carteira? Coupable, répondit Julien avec un sourire charmeur. Et je dois dire que votre fille m'a donné une leçon d'humanité que je ne suis pas prêt d'oublier. Elle a toujours eu ce don, dit Marguerite avec fierté. Même enfant, elle ramenait tous les animaux blessés qu'elle trouvait. Maman, protesta Élodie embarrassée. Julien rit, un rire spontané qui transforma son visage. J'aimerais beaucoup entendre d'autres histoires sur Élodie enfant. Oh, j'en ai des dizaines. Tenez, il y a celle où elle avait 6 ans et où elle a... Maman, ne commence pas, supplia Élodie, mais elle riait aussi. Et Julien fut frappé par la chaleur de cette complicité familiale qu'il n'avait jamais connue. Il passa l'après-midi au café, aidant Élodie à servir les clients, découvrant avec émerveillement cette communauté où tout le monde se connaissait, où les conversations s'entrelaçaient naturellement, où le temps semblait s'écouler différemment. Monsieur Dubois, le boulanger à la retraite, lui raconta l'histoire du village. Madame Petit, l'institutrice, lui montra les dessins que ses élèves avaient faits du café. « C'est incroyable », murmura-t-il à Élodie pendant une accalmie. « Vous connaissez vraiment la vie de chacun. Quand on partage le quotidien des gens, on finit par faire partie de leur famille élargie, » expliqua-t-elle. « C'est cela, la vraie richesse. » Julien la regarda disposer avec soin les dernières pâtisseries. Et quelque chose se dénoua en lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait à sa place quelque part. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Les semaines qui suivirent prirent un rythme nouveau pour Élodie. Julien revenait à Saint-Léonard chaque week-end, parfois même en milieu de semaine, prétextant des réunions annulées ou des rendez-vous reportés. Il avait loué une petite chambre à l'auberge du Chêne Blanc, à 2 rues du Café, et s'était installé dans une routine qui l'étonnait lui-même. Ce samedi matin d'octobre, il se promenait dans les vignobles qui entouraient le village, leurs pas crissant doucement sur les feuilles mortes. L'automne avait peint les collines de couleur cuivrée, et l'air embaumait encore les derniers parfums de vendange. « Vous savez, » dit Julien en s'arrêtant pour admirer le paysage, « j'ai réalisé que je n'avais jamais pris le temps d'observer la beauté du monde qui m'entoure. J'étais toujours trop pressé, trop occupé à courir après le prochain contrat, la prochaine innovation. » Élodie cueillit une grappe de raisin oubliée par les vendangeurs et en tendit quelques grains à Julien. « Et maintenant, j'ai l'impression de voir les couleurs pour la première fois. » Il prit sa main, entremêlant leurs doigts avec une tendresse qui fit battre le cœur d'Élodie plus fort. « Grâce à vous. » Ils continuèrent leur marche en silence, chacun savourant cette intimité nouvelle qui s'était tissée entre eux. Julien avait changé durant ces dernières semaines. Ses traits s'étaient adoucis, ses épaules semblaient moins porter le poids du monde, et son rire était devenu plus fréquent, plus libre. « Julien, dit doucement Élodie, puis-je vous poser une question indiscrète? Tout ce que vous voudrez. Que faites-vous exactement? Je veux dire, dans votre entreprise. » Il sourit. « Nous développons des technologies pour les énergies renouvelables. Panneaux solaires, nouvelle génération, éoliennes intelligentes, systèmes de stockage révolutionnaires. L'idée, c'était de rendre l'énergie propre accessible à tous. C'était... Au début, oui, j'étais passionné par l'idée de contribuer à sauver la planète. Mais peu à peu, l'entreprise a grandi, les investisseurs sont arrivés, et... Il haussa les épaules. Je me suis retrouvé davantage dans des salles de réunion qu'au laboratoire, plus préoccupé par les profits que par l'impact environnemental. Élodie s'arrêta et se tourna vers lui. « Mais vous pourriez changer cela, non? C'est votre entreprise. » « En théorie, oui. En pratique, » il secoua la tête. « J'ai des actionnaires, des employés, des responsabilités. On ne peut pas tout bouleverser sur un coup de tête. Même si c'est pour retrouver ses valeurs. » La question d'Élodie le toucha en plein cœur. Elle avait cette façon de poser les vraies questions, celles qui dérangent et qui éclairent. « Vous savez, reprit-elle, grand-mère Célestine me disait toujours, « Ma petite, quand tu ne sais plus où tu vas, retourne à ce qui t'a fait partir.
Peut-être que vous devriez vous rappeler pourquoi vous avez créé cette entreprise. » Ils arrivèrent au sommet de la colline, où se dressait une vieille chapelle en pierre. Julien s'assit sur le muret qui l'entourait et attira Élodie près de lui. « Et vous, Élodie, vous n'avez jamais rêvé d'autre chose que du café du soleil ?» Elle réfléchit un instant, les yeux perdus dans le paysage. « Bien sûr, quand j'étais étudiante à Marseille, j'avais des projets, des ambitions. Je voulais devenir journaliste, parcourir le monde, raconter des histoires. Puis grand-mère est tombée malade, et j'ai dû rentrer. Vous le regrettez ? » « Non, » répondit-elle avec conviction. « J'ai découvert qu'on peut raconter des histoires magnifiques même dans un petit café. Chaque client a sa propre épopée, ses joies, ses peines. Et puis, j'ai réalisé que je voulais être celle qui apporte du réconfort, pas seulement celle qui observe. » Julien la regardait avec une admiration grandissante. Cette femme avait trouvé sa place dans le monde avec une simplicité qui le bouleversait. « Élodie, » murmura-t-il, « vous m'avez fait redécouvrir quelque chose que j'avais oublié. » « Quoi donc ? » « Le bonheur de l'instant présent. » Et dans ce instant présent, sur cette colline dorée par l'automne, Julien se pencha vers Élodie et l'embrassa avec toute la tendresse et la gratitude qui débordèrent de son cœur. Le jardin d'Élodie était son sanctuaire secret, caché derrière le café du soleil. C'était un petit carré de verdure où elle cultivait ses herbes aromatiques, ses légumes et quelques fleurs aux couleurs vives. En cette fin d'automne, Julien l'aidait à préparer la terre pour l'hiver, découvrant avec émerveillement le plaisir simple de travailler avec ses mains. « Vous aviez raison, » dit-il en se redressant, les mains terreuses et les cheveux ébouriffés. « Il y a quelque chose de thérapeutique à jardiner. » Élodie sourit en le voyant si détendu, si différent de l'homme tendu qu'elle avait rencontré à Lyon. Grand-mère disait que la terre nous enseigne la patience et l'humilité. On ne peut pas forcer une graine à germer plus vite qu'elle ne le souhaite. Comme les sentiments, murmura Julien en s'approchant d'elle. Depuis leur baiser sur la colline, leur relation avait pris une dimension nouvelle. Ils n'avaient pas encore parlé d'amour, mais chaque regard, chaque geste tendre, tissait entre eux des liens de plus en plus forts. « Élodie, » dit-il soudain, sa voix prenant une tonalité plus grave, « il faut que je vous dise quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, intriguée par son sérieux soudain. « Ma vie à Lyon, ce n'est pas aussi simple que je voulais laisser entendre. » Il s'assit sur le banc de bois qu'il avait aidé à réparer la semaine précédente. « Mon entreprise, Morrow Technologies, est l'une des plus importantes de France dans le secteur des énergies renouvelables. Nous employons plus de 3000 personnes. » Élodie s'installa à côté de lui, sentant qu'il avait besoin de vider son cœur. « J'ai créé cette entreprise avec mon meilleur ami, Thomas, il y a 10 ans. Au début, nous partagions la même vision, révolutionner l'énergie pour sauver la planète. Mais plus nous avons grandi, plus nos chemins ont divergé. Thomas ne voit plus que les profits, moi je m'enlise dans les responsabilités. »« Et vous avez peur de quoi exactement ?» demanda doucement Élodie. Julien prit ses mains dans les siennes. « J'ai peur qu'en apprenant qui je suis vraiment, vous ne me voyez plus de la même façon. Ici, avec vous, je ne suis plus le PDG Julien Morrow. Je suis juste moi. Et cela fait si longtemps que je ne savais plus qui j'étais. » Élodie caressa sa joue avec tendresse. « Julien, pensez-vous vraiment que l'argent ou le statut social change quoi que ce soit à ce que je ressens pour vous? Mais votre vie est si différente de la mienne. Comment pourrions-nous quoi ?» l'interrompit-elle. « Être heureux ensemble? Vous croyez que l'amour s'embarrasse de ces détails ?» Le mot était lâché. L'amour. Julien la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous m'aimez, » chuchota-t-il. « Comment pourriez-vous en douter ?» répondit-elle en rougissant. « Depuis le premier jour, depuis que j'ai vu cette tristesse dans vos yeux, j'ai eu envie de vous protéger, de vous montrer qu'il existait d'autres façons de vivre. Élodie, » murmura-t-il en la prenant dans ses bras, « je vous aime aussi, plus que je n'ai jamais aimé quiconque. Vous avez réveillé en moi des parties que je croyais mortes. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser se mêlaient toutes leurs peurs, tous leurs espoirs, toute la tendresse qu'ils avaient cultivée ensemble comme les herbes du jardin. « Il y a autre chose, » reprit Julien contre ses lèvres. « Ma famille, mes parents, ma sœur,
Ils évoluent dans un milieu très différent du vôtre. Ils ont des attentes, des conventions. Vous avez honte de moi. La question d'Élodie était si directe qu'elle le prit au dépourvu. Non, jamais, c'est le contraire. J'ai peur qu'ils ne vous comprennent pas, qu'ils ne voient pas la femme extraordinaire que vous êtes. Élodie se leva et se dirigea vers ses plants de lavande, qu'elle caressa machinalement. Julien, si vous m'aimez vraiment, il faudra un jour choisir, entre leur approbation et notre bonheur. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Julien comme un défi et une promesse. Il savait qu'elle avait raison, mais il savait aussi que ce choix serait l'un des plus difficiles de sa vie. « Laissons venir les choses naturellement », dit-il finalement. « Pour l'instant, j'ai juste envie de savourer ce bonheur avec vous. » Mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait que les deux mondes qu'il tentait de concilier allaient bientôt entrer en collision. C'était un mardi matin de novembre, quand tout bascula. Élodie préparait tranquillement ses tisanes matinales quand elle entendit le vrombissement inhabituel de plusieurs voitures s'arrêtant devant le café. Par la fenêtre, elle vit 3 véhicules noirs aux vitres teintées et 2 hommes en costume qui en descendaient. Mademoiselle Marchand, l'un d'eux, grand et mince, avec des cheveux grisonnants, entra dans le café avec l'assurance de celui qui a l'habitude de commander. « Oui, c'est moi, que puis-je faire pour vous ?» Thomas Durand, associé de Julien Moreau. Il tendit une carte de visite élégante. « J'aimerais vous parler de notre ami commun. » Le cœur d'Élodie se serra. Quelque chose dans le ton de cet homme ne lui plaisait pas. Julien n'est pas là actuellement. Il ne revient que ce week-end. Justement, c'est de cela que je voulais vous parler. Thomas s'installa à une table sans y être invité, suivi de son compagnon silencieux. Vous savez sans doute que Julien traverse une période difficile. Ses absences répétées inquiètent nos investisseurs. Élodie posa les tasses qu'elle tenait et se tourna vers lui, sentant monter une colère froide. « En quoi cela me concerne-t-il ? Écoutez, mademoiselle, je ne vais pas tourner autour du pot. Julien a des responsabilités envers des milliers d'employés, envers des actionnaires qui ont investi des fortunes dans notre entreprise. Sa distraction actuelle met tout cela en péril. »« Sa distraction ?» répéta Élodie, incrédule. Thomas soupira, adoptant un ton qu'il voulait paternel. « Vous êtes une jeune femme charmante, j'en suis sûr. Mais vous devez comprendre que Julien et vous évoluez dans des univers incompatibles. Il finira par s'en rendre compte, et quand cela arrivera, vous en souffrirez tous les deux. Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement ? Que ce petit jeu a assez duré. » La façade polie de Thomas se fissura, laissant apparaître une dureté glaciale. Julien a des obligations. Sa famille attend qu'il épouse Camille de Montclair, une union qui consoliderait notre position sur le marché européen. Vous n'êtes qu'une parenthèse. Les mots frappèrent Élodie comme des gifles. Une parenthèse, c'est ainsi que vous voyez l'amour ? L'amour ? Thomas eut un rire méprisant. Mademoiselle, dans notre milieu, les sentiments sont un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Soyez réaliste. Que pouvez-vous offrir à Julien? Ce petit café, cette vie étriquée? Je peux lui offrir le bonheur, répliqua Élodie, avec une dignité qui força l'admiration malgré elle. Le bonheur ne paie pas les salaires de 3000 employés, répliqua froidement Thomas. Il se leva et posa une enveloppe sur la table. Voici de quoi vous permettre de recommencer ailleurs, une somme généreuse qui vous garantira une belle vie. Élodie regarda l'enveloppe comme si elle contenait du poison. Vous essayez de m'acheter? J'essaie de vous faire un service. Épargnez-vous la souffrance de voir Julien vous quitter quand la réalité le rattrapera. Sortez, dit Élodie d'une voix blanche. Sortez de chez moi immédiatement. Thomas haussa les épaules et reprit l'enveloppe. Réfléchissez-y, mademoiselle. Julien a des obligations qu'il ne peut pas fuir éternellement. Tôt ou tard, il devra choisir entre ses responsabilités et ceci. Il désigna le café d'un geste dédaigneux. Après leur départ, Élodie s'effondra sur une chaise tremblante. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête comme un poison lent. Et s'il avait raison? Et si Julien finissait par réaliser que leur amour était impossible? Et si cette Camille de Montclair était vraiment destinée à devenir sa femme? Marguerite, qui avait assisté à la scène depuis la cuisine, s'approcha et prit sa fille dans ses bras. « Ne les écoute pas, ma chérie. Ils ont peur de perdre leur influence sur Julien, c'est tout. Mais s'ils avaient raison, maman,
Si j'étais en train de détruire sa vie. Élodie Marchand, dit fermement Marguerite en lui relevant le menton, tu es la plus belle chose qui soit arrivée à cet homme, n'en doute jamais. Mais le doute, tel un serpent venimeux, s'était glissé dans le cœur d'Élodie. Et quand Julien arriva le vendredi soir, rayonnant de joie à l'idée de la retrouver, elle ne put s'empêcher de scruter son visage, cherchant des signes de lassitude, des traces de regret. « Élodie, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en remarquant sa pâleur. « Tout va bien », mentit-elle avec un sourire forcé. Mais tout n'allait pas bien. Et au fond de son cœur, Élodie sentait que leur bonheur parfait venait de recevoir sa première fêlure. Le week-end qui suivit la visite de Thomas fut le plus difficile qu'Élodie et Julien aient vécu ensemble. Malgré ses efforts pour paraître normale, Élodie ne parvenait pas à chasser les mots venimeux de l'associé de Julien. Chaque sourire forcé, chaque silence un peu trop long trahissait son trouble intérieur. Julien, de son côté, sentait cette distance nouvelle sans en comprendre l'origine. Ils se promenaient dans les rues de Saint-Léonard comme à leur habitude, mais leurs mains ne se joignaient plus naturellement, leur conversation butait sur des silences embarrassés. « Élodie !» finit-il par dire alors qu'il s'asseyait sur le banc face à l'église. « Que se passe-t-il? Depuis vendredi soir, j'ai l'impression que vous me fuyez. » Elle détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de ses yeux verts. « Je ne vous fuis pas. Je réfléchis, c'est tout. » À quoi? Le moment de vérité était arrivé. Élodie prit une profonde inspiration. « Julien, parlez-moi de Camille de Montclair. » Elle vit Julien pâlir instantanément. Ses mâchoires se contractèrent et il ferma brièvement les yeux comme s'il venait de recevoir un coup. « Qui vous a parlé de Camille ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Peu importe. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous devez l'épouser ?» Julien se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas devant le banc. « C'est compliqué, Élodie. Camille et moi, nos familles se connaissent depuis toujours. Il y a eu des arrangements. » « Des arrangements ?» Le cœur d'Élodie se serra. « Vous parlez de mariage comme d'un contrat commercial? Dans mon milieu, c'est souvent le cas, avoua-t-il avec amertume. Les unions se font selon les intérêts familiaux, les alliances économiques. Mes parents ont toujours considéré que Camille était la candidate idéale. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? » Julien s'arrêta devant elle, le regard torturé. « Avant de vous rencontrer, je m'étais résigné. Camille est intelligente, élégante. Elle comprend ce monde. Nous nous entendons bien, sans plus. Je pensais que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Et maintenant? Maintenant, je sais ce qu'est vraiment l'amour, dit-il en s'agenouillant devant elle. Avec vous, j'ai découvert ce que signifie être vivant. Vous m'avez rendu à moi-même. » Élodie sentit les larmes monter à ses yeux. « Mais vos obligations, votre entreprise, votre famille. Thomas m'a dit que je n'étais qu'une parenthèse dans votre vie. » « Et Thomas vous a dit cela ?» La colère flamba dans les yeux de Julien. « Il est venu ici, il a osé, il m'a proposé de l'argent pour que je vous quitte. » Lâcha Élodie dans un souffle. Julien devint livide. Il se releva d'un bond, les poings serrés. « Je vais le tuer. Comment a-t-il osé vous manquer de respect ainsi ?»« Julien, calmez-vous. » Élodie se leva à son tour et posa une main apaisante sur son bras. « La question n'est pas ce qu'a fait Thomas. La question est, avait-il raison? Raison sur quoi? Sur le fait que nous vivons dans deux mondes incompatibles. Sur le fait que vous avez des responsabilités que vous ne pouvez pas abandonner. Sur le fait que votre famille n'acceptera jamais une fille comme moi. » Julien la prit par les épaules, la forçant à le regarder. « Élodie, vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Peu m'importe ce que pensent les autres. » « Vraiment ?» Elle scruta son visage. « Alors, présentez-moi à vos parents. Amenez-moi à Lyon, montrez-moi votre vraie vie. Prouvez-moi que je ne suis pas juste votre échappatoire du week-end. » La demande le prit au dépourvu. Il ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant ses mots. « C'est bien ce que je pensais, » murmura Élodie avec une tristesse infinie. « Vous avez honte de moi. »« Non, ce n'est pas cela, c'est juste que... » « Mon monde est cruel, Élodie. Ces gens sont impitoyables. Je veux vous protéger de tout cela. » « En me cachant? En vivant dans le mensonge ?» Elle secoua la tête. « Julien, soit vous m'aimez assez pour m'intégrer à votre vraie vie, soit nous vivons dans une illusion qui finira par nous détruire. Élodie, laissez-moi du temps.
Du temps pourquoi? Pour épouser Camille de Montclair? Elle recula, les larmes coulant librement sur ses joues. Non, Julien, je ne serai pas votre secret, je ne serai pas celle qu'on cache. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il vaut peut-être mieux que nous arrêtions avant de nous faire encore plus de mal. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'enfuit vers le café, laissant Julien seul face à ses démons et à la réalité de ses choix. 3 semaines s'écoulèrent sans nouvelles de Julien. 3 semaines pendant lesquelles Élodie fit semblant de reprendre sa vie d'avant, servant ses cafés avec le même sourire, écoutant les bavardages de ses habitués, arrosant son jardin d'hiver. Mais Marguerite n'était pas dupe. Sa fille dépérissait à vue d'œil. « Tu ne peux pas continuer ainsi », lui dit-elle un matin en la voyant fixer la porte du café avec espoir, chaque fois que la clochette tintait. « Je vais très bien, maman. »« Élodie, tu as perdu 3 kilos, tu ne dors plus. Et hier, j'ai dû te rappeler 3 fois que Madame Dupont attendait son thé. » Marguerite s'assit en face de sa fille. « Appelle-le !»« Non !» La réponse fusa, catégorique. « S'il m'aimait vraiment, il serait déjà là. Il aurait fait ce qu'il fallait pour me prouver que j'avais tort. Et s'il était en train de se battre pour vous, s'il était en train de régler tous ces problèmes que vous lui avez reprochés ?» Élodie secoua la tête avec amertume. « Thomas avait raison. J'ai été naïve de croire qu'un homme comme Julien pourrait abandonner sa vie pour une fille comme moi. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est qu'à Lyon, Julien traversait l'enfer. Depuis leur dispute, il n'avait plus goûté à un instant de paix. Il avait d'abord voulu foncer à Saint-Léonard, supplier Élodie de lui pardonner, mais les mots de la jeune femme résonnaient dans sa tête. « Prouvez-moi que je ne suis pas juste votre échappatoire du week-end. » Elle avait raison. Tant qu'il n'aurait pas mis de l'ordre dans sa vie, tant qu'il n'aurait pas eu le courage d'affronter sa famille et ses obligations, il n'avait pas le droit de lui demander de l'attendre. Le premier affrontement eut lieu avec Thomas. Julien fit irruption dans son bureau un lundi matin, livide de rage. « Comment as-tu osé aller voir Élodie » attaqua-t-il sans préambule. Thomas leva les yeux de ses dossiers avec un calme calculé. Quelqu'un devait ramener un peu de réalisme dans cette histoire. « Tu n'avais pas le droit !»« J'avais le devoir de protéger notre entreprise. Tes absences répétées commencent à faire jaser. Les investisseurs s'inquiètent. Les investisseurs n'ont pas à s'occuper de ma vie privée. »« Ta vie privée ?» Thomas se leva, la voix montant d'un cran. « Julien, tu es le visage de cette entreprise. Tes moindres faits et gestes se répercutent sur notre image. Et cette liaison avec une serveuse de café... » « Attention !» l'interrompit Julien d'une voix dangereusement calme. « Attention à ce que tu vas dire sur Élodie. Sois réaliste. Que va dire ta famille? Que vont penser nos partenaires quand ils découvriront que le PDG de Moreau Technologies fréquente une personne si éloignée de notre milieu? » « Notre milieu ?» Julien eut un rire amer. « Tu veux dire ce milieu où l'on achète les gens, où l'on manipule les sentiments, où l'on traite l'amour comme un obstacle commercial ? Je veux dire le milieu qui nous a permis de créer cette entreprise, de réussir, d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous avons, Thomas? De l'argent, du pouvoir. Et après, où est le bonheur dans tout cela? » Thomas soupira, adoptant un ton plus conciliant. « Julien, je comprends que cette fille t'ait tourné la tête. Elle est charmante, rafraîchissante même. Mais pense à Camille. Vous vous connaissez depuis l'enfance, elle comprend ton monde, tes responsabilités. Je n'aime pas Camille. Je n'ai jamais aimé Camille. L'amour viendra, avec le respect mutuel, avec le temps. »« Non !» explosa Julien. « Je refuse de vivre un mensonge. J'aime Élodie, et je ne laisserai personne décider à ma place. Alors tu es prête à tout perdre. L'entreprise, ta famille, ton statut social ?» La question resta suspendue dans l'air comme une épée de Damoclès. Julien regarda son associé, cet homme qu'il considérait comme un frère depuis 10 ans, et réalisa à quel point ils étaient devenus étrangers l'un à l'autre. Si c'est le prix à payer pour être heureux, oui. Le soir même, il appela ses parents pour demander un rendez-vous. Il était temps d'affronter les démons de son passé et de se battre pour son avenir avec Élodie. Mais à Saint-Léonard, ignorant ce combat silencieux, Élodie continuait de croire qu'elle avait été abandonnée. Et chaque jour qui passait creusait un peu plus le fossé entre eux. Le dîner familial chez les Moreau se déroulait dans l'hôtel particulier du 6e arrondissement lyonnais,
une demeure imposante où chaque objet témoignait d'un raffinement acquis sur plusieurs générations. Autour de la table dressée avec la porcelaine de Limoges, la famille était réunie au grand complet. Henri et Isabelle Moreau, les parents de Julien, sa sœur Aurélie accompagnée de son mari banquier et Camille de Montclair, resplendissante dans sa robe de soie bleue. Julien observait cette scène qu'il avait connue des centaines de fois, mais qui lui semblait soudain appartenir à un autre monde. Un monde où les sourires étaient mesurés, où les conversations évitaient soigneusement tout sujet susceptible de déranger l'harmonie de façade. « Julien, mon chéri, » disait sa mère en servant le Saint-Julien. Camille nous racontait justement son voyage en Nouvelle-Zélande. N'est-ce pas fascinant, ces nouvelles opportunités d'investissement dans les vignobles? Tout à fait passionnant, répondit-il machinalement, son esprit ailleurs. Camille lui sourit avec cette élégance parfaite qui caractérisait chacun de ses gestes. Elle était belle, indéniablement, avec ses cheveux blonds impeccablement coiffés et ses yeux bleus acier. Intelligente aussi, diplômée d'HEC et dirigeant sa propre société de conseil. Sur le papier, elle était effectivement la candidate idéale. « Tu sembles préoccupée ce soir », observa-t-elle avec la perspicacité qui faisait sa réputation dans les salons parisiens. « J'ai des choses importantes à vous dire », annonça Julien en reposant sa fourchette. Le silence se fit instantanément autour de la table. Henri Moreau, homme habitué à diriger, fronça les sourcils. Des choses importantes, de quel ordre? Julien prit une profonde inspiration. Le moment était venu. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme extraordinaire dont je suis tombé profondément amoureux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle Moreau pâlit. Aurélie écarquilla les yeux, et Camille, malgré son self-control habituel, ne put masquer un tressaillement. « Une femme ?» répéta Henri d'une voix glaciale. « Et puis-je savoir qui est cette personne ?» Elle s'appelle Élodie Marchand. Elle tient un café à Saint-Léonard, dans le Rhône. « Un café ?» Isabelle porta la main à sa gorge comme si elle étouffait. « Julien, tu plaisantes, j'espère? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Henri se leva brusquement, faisant trembler la vaisselle. « C'est ridicule. Tu as des responsabilités, un rang à tenir. Et Camille, vous vous fréquentez depuis des années. » « Nous ne nous sommes jamais fréquentés, » rectifia Julien calmement. « Vous avez organisé des rencontres, planifié un avenir dont nous n'avons jamais eu le choix. » Camille prit alors la parole, sa voix restant mesurée malgré l'humiliation. « Julien, je pense que nous nous entendons bien. Nous partageons les mêmes valeurs, la même éducation. C'est exactement le problème, Camille. » Julien se tourna vers elle avec une sincérité douloureuse. « Vous êtes parfaite sur le papier. Trop parfaite. Avec vous, je continuerai à jouer un rôle, à être l'homme que tout le monde attend que je sois. Avec Élodie, je suis simplement moi. Et qui es-tu, au juste ?» demanda son père avec mépris. « Un homme qui abandonne tout ce pourquoi sa famille s'est battue pendant des générations pour une serveuse. » La colère monta en Julien comme une vague. « Élodie vaut 1000 fois plus que tous les gens de votre milieu réunis. Elle a une générosité, une authenticité que vous ne pouvez même pas imaginer. »« Julien !» s'exclama sa mère. « Comment oses-tu nous parler ainsi? Comment osez-vous juger une femme que vous ne connaissez pas? Comment osez-vous décider de ma vie ?» Aurélie tenta une médiation. « Julien, nous t'aimons et nous voulons ton bonheur. Mais pense aux conséquences. Ton entreprise, ta réputation. Mon bonheur ne dépend ni de l'entreprise ni de la réputation. Il dépend d'Élodie. » Henri revint s'asseoir, adoptant un ton plus calculateur. « Très bien. Si cette femme compte tant pour toi, épouse-la discrètement. Garde Camille pour les apparences officielles. Beaucoup d'hommes de notre milieu ont ce genre d'arrangement. » L'indignation de Julien explosa. « Vous me proposez de vivre dans le mensonge, de faire d'Élodie ma maîtresse cachée. Je te propose une solution pragmatique. Vous ne comprenez rien ?» Julien se leva à son tour. « Élodie m'a rendu ma carteira sans rien demander en retour. Elle m'a aimé sans savoir qui j'étais. Elle m'a redonné goût à la vie. Et vous voudriez que je la traite comme un secret honteux ?» Il regarda chacun d'eux tour à tour. « J'épouserai Élodie, publiquement, officiellement. Et si cela ne vous convient pas, tant pis. Dans ce cas, dit Henri d'une voix de marbre, tu n'es plus mon fils. »
Les mots frappèrent Julien comme une gifle, mais il ne scia pas. « Si c'est le prix de mon bonheur, je l'accepte. » Il quitta la table et la maison familiale, laissant derrière lui un silence de mort et des liens familiaux brisés. Mais pour la première fois depuis des semaines, il se sentait libre, libre de courir vers celle qu'il aimait et de lui demander pardon. Le scandale éclata 3 jours après le dîner familial. Julien était dans son bureau, rédigeant sa lettre de démission du conseil d'administration de l'entreprise familiale, quand son assistant fit irruption, le visage livide. « Monsieur Moreau, vous devez voir cela immédiatement, » dit-il en allumant la télévision. Sur l'écran, le présentateur du journal économique de 13 heures annonçait « Coup de théâtre dans le milieu des affaires lyonnais. Julien Moreau, PDG de Moreau Technologies, aurait rompu ses fiançailles officieuses avec Camille de Montclair pour une histoire d'amour avec une serveuse de café de province. » Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des photos d'Élodie et lui se promenant dans Saint-Léonard s'affichaient à l'écran, prises à leur insu avec un téléobjectif. On les voyait main dans la main, s'embrassant près de la chapelle, travaillant ensemble dans le jardin du café. « Comment ont-ils eu ces photos ?» murmura-t-il, abasourdi. Son téléphone se mit à sonner sans discontinuer. Journalistes, investisseurs inquiets, amis de la famille, tout le monde voulait des explications. À Saint-Léonard, la déferlante fut encore plus violente. Élodie découvrit l'ampleur du désastre en voyant une camionnette de télévision se garer devant le Café du Soleil. En quelques heures, sa petite ville tranquille fut envahie par une meute de journalistes affamés de sensationnels. « Mademoiselle Marchand, pouvez-vous nous parler de votre relation avec Julien Moreau? Est-il vrai que vous avez brisé un mariage arrangé? Que ressentez-vous en ayant séduit l'un des hommes les plus riches de France ?» Élodie, terrifiée par cette invasion soudaine de sa vie privée, se barricada dans le café avec sa mère. Marguerite fermait les volets pendant qu'Élodie, en larmes, regardait sa vie paisible voler en éclats. « Comment ont-ils su ?» sanglotait-elle. « Qui a pu faire une chose pareille ?» La réponse arriva dans la soirée, sous la forme d'un article dans un magazine People. Thomas Durand y était cité en tant que proche de Julien Moreau, expliquant avec une fausse bienveillance que son associé traversait une crise de la quarantaine et s'était entiché d'une jeune femme simple qui lui rappelait ses origines modestes. L'article dépeignait Élodie comme une intrigante provinciale qui avait séduit un homme fortuné, et Saint-Léonard comme un décor pittoresque où les riches venaient s'encanailler. Chaque détail de leur histoire était déformé, transformé en roman à l'eau de rose vulgaire. Le plus douloureux pour Élodie fut de voir les réactions de certains habitants du village. Madame Bertin, la postière qui la connaissait depuis l'enfance, la regardait maintenant avec suspicion. Monsieur Duval, le pharmacien, faisait des commentaires désobligeants sur « ces filles qui cherchent à s'élever au-dessus de leurs conditions. » « Tu vois » disait-il, à qui voulait l'entendre. « Elle faisait la sainte nitouche, mais au final, elle n'est qu'une arriviste comme les autres. » Seuls quelques fidèles, comme Madame Dupont et le vieux Monsieur Prost, continuaient à la soutenir. Mais Élodie sentait le poids des regards, des murmures, des jugements. Le 3e jour de ce cauchemar médiatique, elle reçut un appel d'un journaliste particulièrement insistant qui lui proposa une somme considérable pour raconter sa vérité. L'argent aurait pu l'aider à quitter Saint-Léonard, à recommencer ailleurs, loin de toute cette folie. Mais l'idée même de marchander son histoire d'amour la révolta. « Ma vie privée n'est pas à vendre », répondit-elle avant de raccrocher. Le soir, épuisée par ses journées d'enfer, elle s'assit dans son jardin et contempla les dégâts. Les journalistes avaient piétiné ses massifs de lavande pour avoir de meilleurs angles de prise de vue. Son refuge secret était souillé, profané par cette intrusion brutale. C'est alors qu'elle prit sa décision. Elle ne pouvait plus vivre ainsi. Et surtout, elle ne pouvait plus être un boulet qui détruisait la vie de Julien. Thomas avait eu raison. Leurs 2 mondes étaient incompatibles. La preuve en était sous ses yeux. Cette nuit-là, elle commença à rédiger une lettre. Une lettre d'adieu qui libérerait Julien de cette malédiction qu'elle avait involontairement apportée dans sa vie. Mais elle ne savait pas que dans son appartement lyonnais, Julien préparait lui aussi quelque chose.
quelque chose qui allait changer le cours de leur histoire pour toujours. Le bureau de Julien ressemblait à un champ de bataille. Des journaux froissés jonchaient le sol, son téléphone n'arrêtait pas de sonner, et des piles de documents s'amoncelaient sur sa table. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas dormi, 3 jours qu'il se battait contre la tempête médiatique, tout en préparant le geste le plus important de sa vie. Thomas entra sans frapper, arborant un sourire satisfait qui donna envie à Julien de le gifler. « Alors, tu es content de ton œuvre ?» attaqua immédiatement Julien. « De quoi parles-tu ? Ne joue pas à l'innocent. Ces photos, ces articles, c'est toi qui as orchestré tout cela. » Thomas haussa les épaules avec une désinvolture calculée. « Je t'avais prévenu que cette histoire finirait mal. J'ai simplement accéléré les choses pour limiter les dégâts. » « Les dégâts !» Julien se leva, tremblant de rage. « Tu as détruit la vie d'Élodie. Tu as transformé notre histoire d'amour en spectacle de foire. J'ai sauvé ton avenir professionnel. D'ici quelques semaines, quand cette liaison aura pris fin naturellement, tu pourras reprendre ta vraie vie. »« Ma vraie vie ?» Julien contourna son bureau et se planta devant Thomas. « Ma vraie vie, c'est avec Élodie, et je vais te le prouver. » Il prit l'enveloppe qui attendait sur son bureau et la tendit à son associé. « Ma démission du poste de PDG, effective immédiatement. » Thomas pâlit. « Tu es fou? Tu ne peux pas abandonner l'entreprise comme cela. »« Je ne l'abandonne pas. Je la confie à quelqu'un qui la dirigera mieux que moi. Toi, tu as toujours voulu le pouvoir absolu. Tu l'as. Et tes parts, tes bénéfices? Je garde mes actions, mais je démissionne de tous les postes opérationnels. » Julien enfila sa veste. « J'ai autre chose à faire de ma vie que de passer mes journées dans des réunions stériles. »« Julien, réfléchis. Cette fille ne te mérite pas. Elle t'a déjà quitté une fois. » Julien s'arrêta sur le seuil et se retourna. « C'est moi qui ne la méritais pas. Mais j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme qu'elle mérite. » 1 heure plus tard, Julien était sur la route de Saint-Léonard. Sa voiture était chargée de tout ce qui comptait vraiment pour lui. Quelques effets personnels, ses ordinateurs, et surtout les plans d'un projet qui lui tenait à cœur depuis des années, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de concrétiser. Pendant le trajet, il repensa à tout ce qui s'était passé depuis qu'Élodie avait frappé à sa porte avec sa Cartera. Cette femme extraordinaire avait bouleversé sa vie, lui avait fait redécouvrir l'amour, l'authenticité, la simplicité. Et lui, par lâcheté, avait failli la perdre. En arrivant dans Saint-Léonard, il fut frappé par le calme qui régnait. Les journalistes étaient partis, lassés par le manque de nouveau matériel à exploiter. Le village avait retrouvé sa tranquillité, mais Julien savait que les blessures, elles, mettraient plus de temps à cicatriser. Il se gara devant le Café du Soleil et inspira profondément. À travers la vitre, il aperçut Élodie qui essuyait machinalement les tables. Elle avait maigri, ses traits tirés témoignaient de l'épreuve qu'elle venait de traverser. Son cœur se serra de culpabilité. Quand il poussa la porte, le carillon familier résonna. Élodie leva les yeux et resta figée, son torchon à la main. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment, chacun jaugeant les changements que la tempête avait apportés chez l'autre. « Bonjour, Élodie, dit-il simplement. »« Julien. » Sa voix était neutre, prudente. « Que faites-vous ici ? Je viens vous présenter mes excuses et vous faire une proposition. » Elle recula instinctivement. « Je ne veux plus de vos propositions. Regardez ce que la dernière a donné. »« Élodie, je sais que j'ai tout gâché, que ma lâcheté vous a fait souffrir. Mais laissez-moi au moins vous expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, » l'interrompit-elle les larmes aux yeux. « Vos 2 mondes se sont rencontrés et ont explosé. Thomas avait raison, nous ne sommes pas compatibles. » Thomas se trompait. Julien s'avança vers elle. « Nous sommes plus que compatibles, nous sommes complémentaires. Vous m'avez rendu à moi-même, et moi, je peux vous offrir les moyens de réaliser vos rêves. »« Mes rêves ?» Elle eut un rire amer. « Mes rêves viennent d'être détruits par votre monde, Julien. Alors construisons-en de nouveau, ensemble. » Et c'est là qu'il sortit les plans qu'il avait apportés. Julien étala les plans sur la table numéro 7, celle-là même où Élodie avait trouvé sa Cartera des mois plus tôt.
Les documents révélaient les dessins détaillés d'un centre de formation, avec des salles de classe modernes, des laboratoires, des ateliers, et au centre, un café accueillant qui ressemblait étrangement au Café du Soleil. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élodie, intriguée malgré elle. « L'école de l'innovation durable de Saint-Léonard » répondit Julien avec une passion retrouvée dans la voix. Un centre de formation gratuit pour les jeunes de la région, où ils apprendraient tous les métiers de demain, dans les énergies renouvelables, l'agriculture biologique, l'économie circulaire. Élodie parcourut les plans, ébahie par la beauté et l'ambition du projet. Mais pourquoi ici? Pourquoi Saint-Léonard? Parce que c'est ici que j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. Parce que c'est ici que j'ai appris que le succès sans humanité ne vaut rien. Il prit ses mains dans les siennes. Et parce que je veux que vous dirigiez ce projet avec moi. Moi? Élodie recula, incrédule. Mais je ne connais rien à tout cela. Je ne suis qu'une... Vous êtes la personne la plus sage que je connaisse, l'interrompit Julien. Vous savez créer du lien, rassembler les gens, leur donner envie de se dépasser. C'est exactement ce dont ces jeunes auront besoin. Marguerite, qui avait écouté depuis la cuisine, s'approcha discrètement. « Monsieur Moreau » dit-elle avec gravité. Ma fille a beaucoup souffert ces derniers jours. Comment pouvez-vous lui garantir que cette fois sera différente? Julien se tourna vers elle avec le respect qu'il portait à cette femme forte. Madame Marchand, j'ai démissionné de mon poste de PDG ce matin. J'ai rompu avec ma famille. J'ai choisi de vivre ici, à Saint-Léonard, définitivement. Il regarda Élodie droit dans les yeux. Je n'ai plus rien à offrir qu'un homme qui vous aime plus que sa propre vie. Et l'argent pour ce projet? Demanda Élodie d'une voix tremblante. Mes économies personnelles, plus les bénéfices de mes actions dans l'entreprise. De quoi financer l'école pendant au moins 10 ans. Il sourit. J'ai découvert que j'avais beaucoup plus d'argent que de temps de bonheur devant moi. Élodie sentit les larmes monter. Julien, vous ne comprenez pas. Après ce qui s'est passé, les gens du village, certains me regardent différemment. Ils pensent que je suis une arriviste. Alors, nous leur prouverons qu'ils se trompent, en créant quelque chose de beau ici, en redonnant de l'espoir à leurs enfants, en montrant qu'on peut réussir sans perdre son âme. Et si j'échoue, si je ne suis pas à la hauteur de vos attentes? Julien prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. Élodie, vous m'avez sauvé en me rendant une simple carteira. Vous avez transformé ma vie avec votre seule bonté. Comment pourriez-vous échouer à quoi que ce soit? À cet instant, la porte du café s'ouvrit sur Madame Dupont, suivie de Monsieur Prost et de plusieurs autres habitants. Ils s'approchèrent timidement, visiblement embarrassés. « Élodie, dit Madame Dupont, nous venons te présenter nos excuses. Nous avons été stupides de croire ces ragots. Nous te connaissons depuis que tu es enfant. Nous savons qui tu es vraiment. Nous avons eu honte de certaines réactions dans le village, ajouta Monsieur Prost. Mais nous, tes vrais amis, nous savons que tu n'as jamais rien fait d'autre que du bien autour de toi. » D'autres villageois entrèrent, créant une petite foule dans le café. Julien observait cette scène avec émerveillement, comprenant encore mieux pourquoi il était tombé amoureux de cette communauté autant que d'Élodie. « Et puis, reprit Madame Dupont avec un sourire malicieux, si Monsieur Moreau veut créer une école ici, qui sommes-nous pour dire non? Nos jeunes ont besoin d'avenir. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Julien se leva et s'adressa à eux avec simplicité. « Cette école ne sera possible que si vous l'acceptez, que si vous y participez. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Je veux construire quelque chose avec vous, pour vos enfants, pour l'avenir de Saint-Léonard. » Le vieux monsieur Girard, qui n'avait pas dit un mot jusqu'alors, leva sa canne. « Moi, j'ai 80 ans. Et je n'ai jamais vu quelqu'un apporter autant d'espoir dans notre village. Si vous voulez mon avis, vous avez ma bénédiction, jeune homme. » Les applaudissements fusèrent, et Élodie, submergée par l'émotion, sentit son cœur se réchauffer. Peut-être que tout n'était pas perdu après tout. 6 mois plus tard, par une matinée de mai où les collines de Saint-Léonard se parèrent de leurs plus belles couleurs, Élodie se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa robe blanche, toute simple. Dehors, on entendait les derniers préparatifs pour la cérémonie qui allait unir sa vie à celle de Julien. « Tu es radieuse, ma chérie !» murmura Marguerite en arrangeant le voile de sa fille, les yeux brillants d'émotion. « J'ai l'impression de rêver, maman. Il y a 1 an, si on m'avait dit que ma vie changerait autant,
Grand-mère Célestine aurait été si fière de te voir aujourd'hui, dit Marguerite en caressant la joue de sa fille. Elle, qui disait toujours que les plus belles histoires commencent par un geste simple. Élodie sourit en pensant à cette cartera qui avait tout déclenché. Qui aurait cru qu'un objet perdu pouvait mener à tant de bonheur? Dans le jardin du Café du Soleil, transformé pour l'occasion en salon de mariage champêtre, les invités prenaient place sur les chaises de bois, décorées de rubans blancs et de lavande. Les habitants de Saint-Léonard côtoyaient quelques amis choisis de Lyon, ceux qui avaient soutenu Julien dans ses choix. Thomas, lui, brillait par son absence, tout comme la famille Moreau, qui avait maintenu sa position inflexible. Julien, élégant dans son costume sobre, discutait avec le maire qui officialisait la cérémonie. Son visage rayonnait d'un bonheur serein qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les derniers mois avaient été un tourbillon de préparatifs, l'organisation du mariage, mais surtout la mise en place de l'école de l'innovation durable, dont les premiers cours commenceraient à la rentrée de septembre. Le projet avait pris une ampleur qu'aucun d'eux n'avait imaginée. Les candidatures affluaient de toute la région. Les partenariats se créaient naturellement, et même quelques investisseurs éthiques avaient rejoint l'aventure. Élodie, qui avait d'abord douté de ses capacités, s'était révélée être une coordinatrice exceptionnelle, capable de fédérer les énergies et de transformer les idées en réalité. La musique commença, et tous les regards se tournèrent vers l'allée improvise entre les tables du café. Élodie apparut au bras de M. Prost, qui avait accepté avec émotion de remplacer le père qu'elle n'avait jamais connu. Elle avançait lentement, savourant chaque instant, chaque sourire, chaque regard bienveillant. Quand elle arriva à la hauteur de Julien, celui-ci tendit la main vers elle avec un sourire qui illumina son visage. Dans ses yeux verts, elle lut tout l'amour du monde, toute la gratitude pour cette femme qui avait transformé sa vie. « Mes chers amis, » commença le maire, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Élodie et Julien, deux êtres qui ont trouvé l'un en l'autre leur moitié parfaite. » Pendant qu'ils prononçaient les mots rituels, Élodie et Julien ne se quittaient pas des yeux, perdus dans leur propre monde. Ils pensaient au chemin parcouru, aux obstacles surmontés, aux choix difficiles qui les avaient menés jusqu'à ce moment parfait. « Julien, acceptez-vous de prendre Élodie pour épouse ?»« Oui, de tout mon cœur, » répondit-il d'une voix claire qui porta jusqu'au fond du jardin. « Élodie, acceptez-vous de prendre Julien pour époux ?»« Oui, » murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. L'échange des alliances se fit dans un silence ému. Julien avait choisi des anneaux simples, en or blanc, à l'image de leur amour authentique. Quand il glissa l'alliance au doigt d'Élodie, elle sentit que sa vie entière se cristallisait dans ce geste. « Vous pouvez embrasser la mariée !» Leur baiser fut tendre, prometteur, chargé de tous leurs rêves d'avenir. Les applaudissements éclatèrent, mêlés aux cris de joie et aux émotions de chacun. Alors que les festivités battaient leur plein, Élodie et Julien s'éclipsèrent quelques instants pour se retrouver seuls près de la fontaine du village. Là, Julien sortit de sa poche un petit objet qu'Élodie reconnut immédiatement, sa cartera, celle qui avait tout commencé. « Je voulais vous rendre ceci en main propre, » dit-il avec malice. « Finalement, elle m'a mené exactement où elle devait me mener. » Élodie rit aux éclats. « Gardez-la en souvenir, pour nous rappeler que les plus belles histoires d'amour commencent parfois par les gestes les plus simples. »« Notre histoire ne fait que commencer, » murmura Julien en la prenant dans ses bras. « Nous avons une école à faire vivre, des rêves à réaliser, une vie entière à construire ensemble. Une vie où l'argent ne sera plus jamais plus important que l'amour, » ajouta Élodie en souriant. Une vie où la réussite se mesurera à notre bonheur et à celui que nous apporterons aux autres. Ils s'embrassèrent de nouveau, pendant que le soleil déclinant dorait les collines de Saint-Léonard. Au loin, les rires de leurs invités témoignaient que parfois, quand l'amour triomphe, il emporte avec lui toute une communauté vers plus de bonheur et d'espoir. Le Café du Soleil continuerait à servir ses cafés parfumés, mais désormais, il serait aussi le symbole d'une histoire d'amour qui avait su réconcilier deux mondes et prouver que la richesse du cœur vaut tous les trésors de la terre. Et dans la poche de Julien, la carteira de cuir noir semblait sourire
Mission accomplie.